Si vous êtes un anti-voiture électrique, restez bien jusqu'à la fin car cette vidéo est faite pour vous. Jusqu'au début du XXe siècle, les voitures électriques et thermiques coexistaient. Puis les thermiques ont fini par prendre le dessus. Cette technologie règne ainsi sans partage depuis un siècle. Pour des raisons environnementales, la technologie électrique ressort du placard dans le but d'inverser l'ordre établi. Et la tâche n'est pas si simple, au vu des nombreuses réticences qu'il y a au sein de la population. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous proposer une expérience de pensée. Imaginons l'inverse, à savoir un univers parallèle où au début du XXe siècle, ce ne fut pas la technologie du thermique qui prit le dessus, mais celle de l'électrique. Et après plus d'un siècle de domination, c'est donc aujourd'hui qu'apparaît le véhicule thermique. Comment cela se passerait ? Eh bien, c'est ce que nous allons imaginer aujourd'hui. Bonjour à tous. Comme vous le savez, cela fait depuis un peu plus d'un siècle que la voiture électrique règne en maître sur nos routes. Et pourtant aujourd'hui, une start-up souhaite remettre en question l'ordre établi. Elle vient de mettre au point un véhicule fonctionnant avec un moteur thermique, qui, selon ses termes, serait révolutionnaire. Alors, avant d'entrer dans les détails, expliquons simplement la différence entre la technologie électrique et thermique. Dans une voiture électrique, vous le savez, la batterie envoie de l'électricité dans le moteur, à l'intérieur duquel il est transformé en champ magnétique. Ce dernier fait tourner le rotor, qui entraîne à son tour les roues. Rien de compliqué. Dans un véhicule thermique, c'est un carburant liquide, à savoir de l'essence, qui est un dérivé du pétrole, qui est enflammé dans une chambre de combustion. La dilatation des gaz pousse un piston, qui lui-même pousse un bras, qui convertit le mouvement rectiligne en mouvement rotatif, et qui ensuite fait tourner les roues. Alors attention, en vrai c'est bien plus compliqué que ça, mais on le verra plus tard. Alors, qu'est-ce qu'il y a de révolutionnaire là-dedans ? Eh bien ce véhicule est capable de faire plus de 1000 km et de récupérer toute cette autonomie en 2 minutes. C'est juste incroyable. Aujourd'hui, les meilleures voitures électriques arrivent à avoir une autonomie qui atteint péniblement les 800 km. Et pour en récupérer 70%, il faut une recharge qui dure au moins 10 minutes. Et ça, c'est pour les véhicules les plus chers. Car comme on le sait, sur une voiture électrique, l'autonomie ça se paie. Et justement, c'est là le deuxième aspect révolutionnaire de cette voiture, puisqu'elle coûte 30% moins cher qu'une voiture électrique moyenne. Et ce, avec ses 1000 km d'autonomie et son temps de ravitaillement de 2 minutes. Ça vend vraiment du rêve. Et pourtant, ça n'a rien de magique. On le sait, la batterie est l'élément le plus cher d'une voiture électrique. Plus elle est grosse, plus elle coûte. Dans une voiture thermique, son carburant liquide est stocké dans un réservoir. Il ne s'agit rien d'autre que d'un grossier récipient qui ne coûte absolument rien. Voilà qui permet à cette voiture d'être 30% moins chère. Pour la vitesse de ravitaillement, ce n'est pas compliqué à comprendre. On a affaire à un carburant liquide. Remplir un réservoir est quelque chose qui se fait rapidement et simplement. Et le plus incroyable, c'est que ce dernier offre 1000 km d'autonomie tout en occupant un volume de seulement 50 litres. À quoi est due cette autonomie de dingue ? Eh bien, à l'immense densité énergétique de l'essence. Dans une batterie, on a environ 0,2 kWh d'énergie par kilo. Dans l'essence, on en a 12. C'est 60 fois plus. C'est dingue, non ? Oui, mais il y a un hic. Déjà, une telle densité énergétique favorise les risques d'incendie. Ainsi, il est 10 à 20 fois plus élevé que sur une électrique. Et puis, 12 kWh par kilo, ça, c'est l'énergie totale. Mais pas utile. Quand de l'essence est brûlée dans une chambre de combustion, seulement 30% de l'énergie est convertie en mouvement. Le reste, 70%, est gaspillé sous forme de chaleur. Et ce gaspillage d'énergie signifie aussi un gaspillage d'argent, car l'essence, ce n'est pas gratuit. Loin de là même. Donc on est plutôt sur une densité énergétique utile de 3,6 kWh par kilo. Alors ça reste quand même 18 fois plus que la batterie, hein. Mais ce gaspillage est quand même une douille. Et malheureusement, ce n'est que la première. Alors justement,
Le premier rapport qu'on a avec une voiture, c'est en tant que conducteur. C'est comment de conduire une voiture thermique par rapport à une électrique. Dans le cadre d'un essai presse, j'ai eu la chance de l'essayer. Vu de l'extérieur, rien de différent avec une voiture électrique. Du moins à première vue. À l'avant, l'entrée d'air est beaucoup plus grande. Bah oui, qui dit voiture thermique, dit un gros besoin de refroidissement permanent. Et ça, ce n'est pas une bonne nouvelle. À l'arrière, on remarque aussi ce qui s'appelle un pot d'échappement. Bah oui, quand on brûle quelque chose, cela génère ce qu'on appelle des déchets de combustion. Et il faut bien les évacuer d'une manière ou d'une autre. Et là aussi, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais on reviendra là-dessus en fin de vidéo. À l'intérieur, rien de différent non plus. Mais c'est après que les choses deviennent épiques. Comme sur une voiture électrique, avant de partir, il faut allumer le véhicule. Et j'ai un peu honte de l'avouer, mais j'ai sursauté quand j'ai entendu le moteur démarrer. Les ingénieurs m'ont expliqué que ça faisait ça, et que c'est tout à fait normal. Mais quand on n'a pas l'habitude, ça surprend. Mais surtout, ce bruit ne disparaît pas. Tant que vous roulez et que vous n'éteignez pas le véhicule, vous avez le bruit du moteur en permanence. Cela a provoqué chez moi deux sentiments contradictoires. D'un côté, entendre ce moteur rugir quand on appuie sur la pédale d'accélération, ça donne de la personnalité à la machine. On a vraiment l'impression qu'elle est vivante, et que devoir la conduire revient à dompter un fauve. Mais à la longue, au quotidien, devoir supporter ce bruit et en plus les vibrations du moteur, imaginez sur la route des vacances pendant plusieurs heures. Je ne vois pas qui aimerait supporter ça. À moins de n'avoir connu que ça. Alors, ce qui est assez bizarre, c'est que le moteur tourne dans le vide quand on est à l'arrêt. Et ça, c'est dû au fait que le moteur d'une voiture thermique ne peut fonctionner qu'entre 600 et 6000 tours minute. Sur une électrique, le moteur fonctionne à n'importe quel régime, de 0 à plusieurs dizaines de milliers. Sur une thermique, en dessous de 600, la combustion n'est pas assez forte et le moteur cale. Et au-delà de 6000, elle est trop puissante et il explose. Du coup, on fait comment pour que les roues passent d'une position d'arrêt à une position de rotation rapide? Et bien pour ça, on utilise un embrayage qui, par frottement, transmet en douceur la vitesse de rotation aux roues. Et ça, ce n'est pas bon, car qui dit frottement dit usure, et qui dit usure dit entretien et risque de panne supplémentaire. Et ça ne s'arrête pas là. Le moteur a un fonctionnement nominal entre 1500 et 2500 tours minute. En dessous de 1500, il s'encrasse, et au-delà de 2500, il surconsomme. Bah du coup, comment la voiture fait pour augmenter sa vitesse sans exploser la consommation? Eh bien, comme sur les vélos, il y a une boîte de vitesse, qui permet de rouler plus vite tout en gardant le même régime moteur. Alors, je vous rassure, ici, pas besoin de passer les vitesses. C'est une boîte automatique qui se charge de le faire pour nous. Et tant mieux, car devoir gérer en même temps la conduite et la boîte de vitesse, ça a de quoi rendre la conduite plus compliquée et au final plus dangereuse. En tout cas pour un débutant, car d'après les ingénieurs, avec une formation et de l'entraînement, on peut y arriver. Enfin, vaut mieux rester sur la boîte automatique quand même. Mais du coup, à la conduite ça donne quoi? Ce n'est pas une surprise, mais avec tous ces mécanismes branlants, je n'ai pas aimé ça. Quand on appuie sur l'accélérateur, le temps de réponse n'est pas immédiat. Il y a une vraie latence. Et au final, on obtient juste une accélération poussive. Car un moteur thermique, c'est moins puissant qu'un moteur électrique. Malgré qu'il soit beaucoup plus gros. Et les changements de vitesse stoppent momentanément l'accélération, ce qui pénalise cette dernière. Bref, je trouve que ce n'est pas du tout sécurisant pour faire des dépassements. Ajoutez à cela le moteur qui devient très bruyant, ça en est même stressant. En tout cas pour moi. Si on veut plus de puissance, il faut que le moteur ait plus de cylindres. Le problème, c'est que ça coûte cher. Et pas qu'un peu. D'après les ingénieurs, une voiture thermique de 325 chevaux coûterait dans les 100 000 €. Les Tesla offrent la même puissance pour un prix inférieur à 40 000. Et oui, si sur une électrique c'est l'autonomie qui se paie, sur une thermique, c'est la puissance qui se paie. Il y a malgré tout un point que j'apprécie dans la conduite, c'est le dynamisme. Vu qu'il n'y a pas de grosse batterie, le véhicule est plus léger, ce qui donne bien plus de vivacité. Et ça, c'est plutôt agréable.
Donc, du coup, pour l'expérience conducteur, qu'est-ce qu'il faut en retenir? Alors certes, je me suis montré assez critique là-dessus. Cependant, je trouve que ce véhicule a un vrai intérêt dans le contexte d'une conduite sportive. Si la boîte de vitesse est manuelle, les rugissements du moteur qui sont en accord avec l'accélération, la légèreté qui offre du dynamisme, et gérer soi-même les changements de rapport, tout cela rend la voiture thermique particulièrement plaisante dans le cadre d'un sport mécanique. Mais sur un véhicule adapté à la vie quotidienne, entre l'accélération faible et saccadée, plus le bruit et les vibrations, on a clairement une régression comparée à l'électrique. En tout cas, c'est ce que j'en ai pensé. C'est pourquoi revenons-en à quelque chose de plus rationnel. Le coût d'achat qui est 30% inférieur à celui d'une voiture électrique moyenne. Vendu comme ça, on se dit « Génial ! Une voiture qui permet d'économiser de l'argent !» Oui, ça ne veut absolument rien dire. Il faut savoir que tout au long de sa vie, ce qui vous coûte le plus cher dans une voiture, ce n'est pas son coût à l'achat, mais son coût à l'usage. Alors voyons comment s'en sort la voiture thermique à ce niveau. Je vais commencer par le plus évident, le coût du ravitaillement. Pour rappel, un automobiliste fait en moyenne 13 000 km par an. En tenant compte du fait que tout le monde ne peut pas recharger chez lui à moindre coût, sur une voiture électrique, on est en moyenne à 750 € d'électricité par an. Avec une voiture thermique, sachant que le carburant coûte en moyenne 1,80 € le litre et que ce véhicule consomme 6,5 litres au 100, ça nous fait 1500 € de carburant par an. Soit le double par rapport à une électrique. Concernant l'entretien, sur une voiture électrique, on est à environ 600 € par an en moyenne. Cela comprend avant tout le changement des pneus, puis le remplacement des filtres à air de la clim, la surveillance du liquide de frein et les contrôles techniques. Sur une voiture thermique, la mécanique est bien plus complexe, ce qui demande un entretien régulier pour son bon fonctionnement. Ainsi, il faut ajouter, en plus de ce qu'il faut faire sur une voiture électrique, la vidange de l'huile moteur. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire, mais il y a aussi de l'huile dans un moteur électrique. Oui, mais un moteur à essence, ça encrasse l'huile. D'où le besoin périodique d'une vidange. Mais l'élément qui me choque le plus, c'est concernant les freins. Contrairement à une électrique, une voiture thermique ne peut pas récupérer l'énergie du freinage. Alors non seulement c'est un beau gaspillage d'énergie qui représente entre 15 et 25% de la conso, mais surtout ça veut dire que pour freiner, le véhicule repose avant tout sur son système de frein physique. Sur une électrique, il n'assure en moyenne que 10% du freinage. Ils ne sont pas des pièces d'usure. Mais sur une thermique, les plaquettes nécessitent un remplacement tous les 40 000 km et pour les disques, tous les 100 000. Ce qui se rajoute au coût de l'entretien. Mais ce n'est pas tout. Il faut rajouter là-dedans les pannes et les autres défaillances. S'il y a bien un truc qui est l'ennemi de la fiabilité, c'est la complexité. La motorisation thermique est beaucoup plus complexe que l'électrique. Démarreur, bougie, soupape, piston, courroie de distribution, embrayage, boîte de vitesse. C'est un bordel! Chaque élément en plus est un risque de panne supplémentaire. Et les vibrations et la chaleur ne font qu'accroître l'usure. Au final, une voiture thermique a 2,5 fois plus de chances de tomber en panne qu'une électrique. Donc, si on fait le bilan niveau entretien, une voiture thermique coûte en moyenne 1 000 € par an. Mais cela va bien au-delà du problème de payer plus. Avec ce genre de voiture, on va bien plus souvent au garage, avec toute la charge mentale et la perte de temps que cela représente. Pour ce qui est de l'assurance, si le véhicule est moins cher, eh bien elle doit être moins chère dans les mêmes proportions. Donc on serait dans les 600 € par an quand on est à 800 pour une électrique. Du coup, niveau usage, si une électrique coûte 2150 € par an, une voiture thermique, elle, coûte 3100 €, soit un surcoût de plus de 40%. Est-ce qu'au moins son faible coût à l'achat permet de compenser? Pour cela, il faut étaler le coût d'achat sur la durée de vie du véhicule. Les voitures électriques ont une longévité qui atteint facilement les 500 000 km. Mais pour être sévère, on va prendre une durée de vie de 300 000. Si je prends une R5 et que j'étale son prix d'achat de 33 500 € sur 300 000 km, ça nous fait un coût annuel de plus de 1400 €. À cause de leur complexité et de leurs nombreuses pièces d'usure, les thermiques ne peuvent pas atteindre un tel kilométrage. Enfin, si,
Mais il arrive un moment où les pannes sont tellement coûteuses qu'il devient plus rentable d'acheter un véhicule neuf. Du coup, ça nous fait une durée de vie de plutôt 200 000 km. Si le véhicule est vendu à 25 000 €, eh bien ça nous fait un coût annuel de plus de 1 600 €. Donc, si on fait le bilan financier total, une voiture électrique, chaque année, nous coûte 3 600 €, tandis qu'une thermique coûte 4 700 €. Bref, les 30% d'économie faits à l'achat, ils sont très vite perdus, puisqu'à la fin, ce véhicule nous revient 30% plus cher. Donc clairement, cet argument est juste une belle tromperie. Cependant, on pourrait faire abstraction de ce gros problème en se focalisant sur le principal atout de ce véhicule, à savoir ces 1000 km d'autonomie qu'on arrive à récupérer en 2 minutes de ravitaillement. Est-ce qu'on mérite de payer plus cher pour ça? Alors, concernant ma propre personne, et ceux que je connaisse, il est difficile de rouler plus de 2h30 non-stop, car le corps a des limites. On a besoin de s'arrêter, ne serait-ce que pour aller aux toilettes, pour la pause repas, ou simplement parce que ce n'est pas agréable de rester aussi longtemps derrière un volant. Et pour couper l'ennui, on peut s'arrêter pour visiter un lieu. Et puis bon, la sécurité routière n'arrête pas de nous marteler qu'il faut s'arrêter 20 minutes tous les 2 heures. Et cette performance du thermique a même un handicap au quotidien. Ce véhicule, on ne peut pas le ravitailler chez soi à la maison. Bah oui, c'est de l'essence. On est obligé de se rendre à une station. Donc le temps qu'on pourrait gagner sur les trajets des vacances, on le perd le reste de l'année en allant à la station. Enfin, ce que je dis là est vrai pour les gens qui peuvent recharger chez eux. Mais pour les gens qui rechargent toute l'année à des stations, y a-t-il un intérêt pratique? Eh bien, vous faites un plein de 2 minutes et vous êtes tranquille pendant un mois. Alors qu'une voiture électrique, il faut recharger 20 minutes au moins une fois par semaine. Niveau avantage, ça se pose là. Eh bien non. Car recharger sa voiture à la station n'est pas forcément une perte de temps. La plupart des gens le valorisent en faisant leurs courses ou une autre activité. Passer au thermique ne représenterait pas un gain de temps pour eux. Et encore, je ne vous ai pas dit comment se passe un plein d'essence. Alors de loin, c'est pareil que de brancher une voiture électrique. Sauf que là, ça se fait avec une sorte de pistolet conçu pour verser un liquide poisseux. Et pour ceux qui ont l'habitude des bouteilles d'huile d'olive, vous voyez le problème venir? Quand on retire le pistolet et qu'on le range, des gouttes d'essence s'écoulent dessus, ce qui finit par le rendre tout poisseux. Et cette essence est toxique, rendant l'expérience répugnante. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, une fois de plus, c'est l'expérience utilisateur qui est gâchée. Mais si on met ça de côté, cette performance n'a-t-elle pas un intérêt pour les professionnels de la route, pour qui le temps c'est de l'argent? Bah au vu des surcoûts du thermique et de la plus grande quantité de temps perdu au garage, est-ce que cela en vaut la peine? Pour moi, clairement pas. Donc finalement, quoi penser de cette voiture à propulsion thermique? Sa grande autonomie et son ravitaillement rapide n'ont pas grand intérêt, et présentent des inconvénients que ne pose pas l'électrique. En tout cas, l'intérêt est bien trop maigre au vu du gouffre financier que représente ce type de véhicule. Et encore, j'ai été plutôt sévère contre l'électrique dans les calculs. Du coup, la voiture thermique, est-ce que les gens en voudront? Il est certain qu'il y aura des gens pour qui ces défauts seront anodins et se focaliseront sur les quelques qualités de cette technologie. Mais cela ne changera rien, car la voiture thermique était déjà condamnée avant même d'être montée sur roue. Et en fait, j'aurais dû commencer par là, à savoir le vrai problème que pose cette technologie, l'impact environnemental. La combustion d'énergie fossile génère divers types de déchets qui ne sont pas très sympathiques. On a d'abord les gaz toxiques, comme le monoxyde d'azote ou l'ozone, puis les particules fines. Très petites, elles s'insinuent profondément dans nos poumons. Tout cela forme un cocktail assez explosif en matière de santé publique. Si du jour au lendemain en France, nos 40 millions de voitures électriques devenaient thermiques, cela causerait 40 000 morts prématurées par an. combien? Quand on voit la lutte acharnée pour réduire le nombre de morts dus aux accidents qui fait encore 3000 victimes par an, comment pourrait-on accepter une motorisation qui tue 13 fois plus juste à cause de leur pot d'échappement? Mais il n'y a pas que ça.
cette technologie pose un autre problème encore plus sournois. La combustion de carburants fossiles émet du CO2, qui est un gaz à effet de serre. Alors, je sais ce que vous allez me dire, les voitures électriques, elles aussi, émettent du CO2 à cause de leur fabrication et de l'impact carbone de l'électricité. C'est vrai, mais l'impact carbone d'une voiture thermique est sans commune mesure. En France, en tenant compte de toutes les sources de pollution, une R5 sur un cycle de vie pessimiste de 300 000 km émet 33 grammes de CO2 par kilomètre. Sur une voiture thermique, on approche facilement les 200, soit une multiplication par 6. Appliquer ça à l'échelle mondiale, ça serait désastreux. Parce qu'elle est plus légère, on pourrait croire que la voiture thermique consomme moins de ressources naturelles que l'électrique. Bah c'est tout le contraire. À cause du pétrole qu'elle consomme et de sa durée de vie bien plus courte, une voiture thermique consomme 6 fois plus de ressources qu'une électrique. Franchement, avec tout ce que l'on vient d'énoncer, il paraît tout à fait clair que cette technologie ne pourra jamais être légalisée. Ajoutez à cela tous les autres défauts, il paraît évident que la voiture thermique n'ira jamais au-delà des laboratoires et des pistes d'essai. Au final, vivre dans un monde fait de voitures thermiques n'aurait été possible que si ce fut cette technologie qui s'imposa au début du XXe siècle. Et si ça avait été le cas, nous aurions dû supporter des véhicules bien plus coûteux, moins fiables, moins agréables à conduire, et surtout avec un impact délétère sur la santé humaine et le climat. Mais heureusement, ce n'est pas dans ce monde-là dans lequel on vit. Vous l'aurez compris, cette expérience de pensée est extrêmement puissante. Elle permet de réaliser à quel point la technologie de la voiture thermique est absurde par rapport à l'électrique. Si elle nous paraît normale, c'est uniquement parce qu'on en a l'habitude. Ses défauts et ses nuisances ne nous choquent pas parce que nous sommes nés dans ce monde-là. Pour moi, il est évident que la voiture électrique deviendra la norme. Même les anti-VE finiront par s'y convertir. Pas parce qu'ils auront été convaincus, mais juste parce qu'ils seront habitués. Cela signifie que même les plus réfractaires finiront par s'y mettre. Et ce, sans s'en rendre compte. Et si vous êtes un anti-VE, n'hésitez pas à déverser votre somme en commentaire. Regardez-moi ce connard. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Nous, on se dit à la prochaine, et d'ici là, préférez la curiosité aux préjugés.